grande de recevoir José Camoun ce matin dans le studio de Radio J. Bonjour. Bonjour à vous. Traductrice, entre autres, j'ai dit en vous présentant, avant que vous n'entriez dans le studio, entre autres de Philippe Roth, mais également de Jack Kerouac, Virginia Woolf, Aldous Huxley, John Erving, Jonathan Coe. Vous faites paraître un passionnant dictionnaire amoureux de la traduction chez Plomb. Mais la première question ou réflexion sur laquelle je vous entraîne, depuis toujours, la traduction est ce moyen de transmettre et de préserver les textes sacrés, le Talmud, le Midrash. C'est également un moyen de survie culturelle avec la diaspora, les langues vernaculaires, la Haskalah, et également l'État d'Israël et la renaissance de l'hébreu moderne. La traduction, José Camoun, est l'ADN de la judéité. Ça m'a frappé avec le temps, pour bien des raisons. Et la première peut-être qui me frappe, bien sûr vous avez parlé de préservation et ça c'est capital, de transmission et c'est capital. Ça explique aussi probablement, peut-être de manière lointaine mais très efficace, qu'on ait eu tant d'intellectuels juifs qui étaient fondateurs notamment de la pensée du XXe siècle, mais même bien avant, parce que c'est une culture du livre. Et c'est une culture du livre traduit, discuté et négocié. Ce qui me semble quelque chose qui est inhérent à la traduction. J'ai lu un livre extraordinaire d'Emmanuel Dauzat qui s'appelle Le Contresens, ou les rues qui ne vont pas où je vais, et où il montre que, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, la traduction des textes sacrés est celle où les divergences sont les plus fortes. Ce n'est pas tombé du ciel avec les tables de la loi, justement. C'est l'objet de diverses réécritures. Et quand on pense à l'histoire de la Septante, la Bible traduite en grec, on pourrait penser, comme je l'ai pensé naïvement moi-même, que la Bible avait été traduite à l'intention des Grecs, mais non, elle est traduite à l'intention des Hébreux qui ne parlent plus hébreu et qui ne le lisent plus. Vous voyez comme c'est paradoxal. Toute l'histoire de la traduction est paradoxale. Vous venez de parler de Contresens, le livre de Philippe Roth. La contre-vie, lui-même, était-il un initiateur déjà de la traduction? On ne peut pas mieux dire. Et je n'y avais même pas pensé. Vous me le faites remarquer. Ah oui. Oui, parce qu'il y a quelque chose de talmudiste, laïque chez Roth. Vous savez que ce n'était pas un grand croyant, c'est le moins qu'on puisse dire. Le lendemain de sa bar mitzvah, il annonce à son père « Je l'ai faite. Et dis-toi bien que maintenant, c'est fini. » Voilà. Donc, et il n'y est pas revenu. Même s'il est revenu à de meilleurs sentiments vis-à-vis des religions. Évidemment, on va parler de Philippe Roth dans quelques instants, bien sûr, puisque c'était il y a 6 ans et 3 jours, le 22 mai 2018, qu'il disparaissait. Mais avant que de parler de Philippe Roth, vous dites que dictionnaire et amoureux, c'est sur la 4e de couve, sont peut-être 2 mots qui ne vont pas ensemble. Alors là, dictionnaire amoureux de la traduction paru chez Plomb, l'amour est ce joyeux désordre, ce dérèglement des sens, tandis que le dictionnaire convoque un classement par ordre. Est-ce que je traduis bien votre pensée? Oui, bien sûr. Mais Plomb a fondé cette collection des dictionnaires amoureux pour que celui qui les écrit, qui qu'il soit, transmette à ses lecteurs, qui ne sont pas forcément des initiés, une prédilection, une dilection de sa vie. Le dictionnaire amoureux, c'est mettez-vous à table, je vais vous servir quelque chose de bon, j'espère. Quand on sort de chez l'éditeur, ça vous le racontez aussi, on sort le cœur battant, le rythme cardiaque accéléré, on sort avec le tapuscrit, la version, voilà, on le serre tout contre soi, oui. Et l'idée c'est vraiment on tient contre soi l'œuvre qu'on va tourner dans une autre langue. C'est ça, l'œuvre avec laquelle on va dialoguer, celle qu'on va transmettre au lecteur, avec toutes les difficultés qui vont surgir, et aussi tous les moments d'exaltation, bien entendu, parce que le traducteur, il est un peu, j'allais dire, cyclotimique par état. Parfois, il est exalté, ça marche, c'est formidable. D'autres fois, il n'y arrive pas. Mais même lorsqu'il n'y arrive pas, il y a toujours un côté ludique. Nous n'avons pas l'angoisse de la page blanche. Nous avons éventuellement l'inquiétude de la page noire, vous voyez, mais nous avons un original. Nous en ferons quelque chose. Donc, au fond, même dans les moments où nous avons des doutes, ce n'est pas le désespoir, ça va marcher tôt ou tard. Eva, une question à José Camoun. José Camoun, Philippe Roth a disparu le 23 mai 2018, il y a 6 ans et 3 jours. Vous le rencontrez pour la première fois à Aix-en-Provence autour d'une pintade. Expliquez-nous ça. Philippe Roth n'était pas un client facile, tout le monde s'en doute. C'était quelqu'un d'extrêmement drôle, mais pas facile. Donc, il y a un grand barnum autour de Philippe Roth à Aix-en-Provence, ça s'appelle The Roth Explosion, pas besoin de vous le traduire. Et nous avons un déjeuner au restaurant
qui a été bien entendu planifié avec la maison Gallimard et les gens qui s'en occupent. Donc on me présente à Philippe Roth, qui me regarde le temps qu'il faut. C'était un homme qui vous voyait quand il vous regardait, c'était clair. Et ensuite on m'exile au bout du restaurant, parce que connais ta place, traducteur, pendant qu'il y a une table d'honneur. Mais ça ne convient pas du tout à Philippe Roth, qui trouve très important d'être traduit. Et donc il traverse tout le restaurant, se met en face de moi et me dit: où déjeunez-vous? Là, monsieur, non, vous déjeunez à ma table. Et donc, je le suis. Et à ce moment-là, il sort la carte, le menu, la carte, et il me dit: il y a de la pintade braisée. What's pintade? J'ai un instant, vous savez... Comment ça se traduirait en anglais? Guinea hen. Mais si vous voulez, c'est pas un mot que j'ai pratiqué tous les jours de ma vie, malgré tout. Hein. Mais ça me revient. Ça me revient des listes de vocabulaire que j'ai apprises pour la grecque. Et je lui dis: Guinea hen. Et là, ce bougre se tourne vers le maître d'hôtel et lui dit: What's pintade? Et l'autre lui dit: Guinea hen, sir. Je ne suis pas remercié tout de suite. Vous avez eu peur qu'ils traduisent, qu'ils disent autre chose, Exactement. le serveur? Mais bien sûr, absolument. Alors là, vous êtes envoyé par la maison d'édition. Ensuite, vous le rencontrez donc pour la première fois à Aix-en-Provence, et puis vous partez à New York. Oui. Et là, vous rencontrez, vous avez dit tout à l'heure, c'était pas quelqu'un d'un abord extrêmement simple, mais quand même, il vous emmène dans un restaurant New York le premier soir, et puis après, vous allez travailler chez lui. Et alors là, c'est l'ascèse incroyable. 9h, 17h, Oui. il ne boit pas, il ne mange pas, il ne fume rien. Tout à fait, absolument. C'est comme ça que Vous travaillez. que nous travaillons. Alors, il ne faisait rien de tout ça, mais il causait. Croyez-moi, il causait, et c'était un stand-up à lui tout seul. Je pense que c'est un homme qui a inventé le stand-up. Nathan Zuckerman dans un appartement new-yorkais. Il était extraordinaire. D'abord, il était debout car il avait mal au rein, donc il était tout le temps debout. Et il se levait et il imitait la terre entière. Il imitait le président Bush, il imitait le rabbin qu'il avait initié au Talmud, etc. Il imitait son père. Et là, moi, je ressortais de ces entretiens avec des crampes, des courbatures aux pommettes. Vous voyez, tellement j'avais ri, car il était irrésistible. Son humour n'avait pas de genre particulier, il attaquait tous les genres. Tout était drôle, la satire, les choses énormes. Voilà. C'est pour ça que c'était l'idole de Woody Allen. Donc, Et alors, Woody Allen n'était pas son idole. Hein. il l'aimait pas. Oups, Pas du tout. Il le détestait cordialement. D'accord. Pourquoi? Mia Farrow. Ah. Voilà, il y a toujours des histoires de femmes avec Philippe Roth. Justement, vous parliez du fait qu'il était très drôle. Ça peut, inventeur du stand-up, ça peut renvoyer à Lenny Bruce. Un humour comme ça aussi, parfois un peu froid, qui peut renvoyer à Serge Gainsbourg. Est-ce que Philippe Roth, c'est pas un homme du siècle dernier, notamment dans ses relations aux femmes, maintenant qu'il y a eu MeToo, etc. Est-ce que c'est un homme d'avant, Philippe Roth? C'est une bonne question, et c'est une question complexe que je me pose assez régulièrement. Je me la pose moi-même. Dans ses rapports aux femmes, oui, sans aucun doute, parce que tout est en train de changer de manière absolument, je pense, irréversible. Hein, et c'est un vrai tsunami. Cela dit, il ne faut pas faire de Philippe Roth un misogyne. Je veux bien qu'il ait été sexiste en ce sens qu'il y avait pour lui les hommes d'un côté, les femmes de l'autre, mais misogyne sûrement pas. Je veux dire par là qu'il ne méprisait pas les femmes. Je veux dire par là que les compagnes qu'il a eues, il les a souvent poussées à écrire, et avec quelques succès. Il n'avait aucune condescendance vis-à-vis des femmes. Mais c'était un dominant, et même je dirais probablement un dominateur, à l'intérieur même de sa propre famille. Il n'était pas l'aîné, je le rappelle, il y avait un frère aîné, mais le dominant de la famille, l'aîné de la famille, c'était lui. Donc je pense que, si vous voulez, du côté des femmes, il avait une mère extrêmement contrôlante, irréprochable, et qui le contrôlait en tout et pour tout, et que quand il a quitté le foyer familial, il s'est fait ce serment à lui-même: plus aucune femme ne me contrôlera. D'où cette attitude, évidemment, de multiplier les conquêtes, comme ça il en a toujours une. D'où cette attitude dominante, mais pas méprisante. Il y a une nuance quand même pour moi. Qu'est-ce qui est différent à traduire entre Philippe Roth, Jack Kerouac, Virginia Woolf? C'est les références culturelles, c'est l'argot, c'est... Ah, les références culturelles, sans aucun doute, hein, mais c'est le climat, c'est la manière, et même les cultures qui sous-tendent ces écritures. Hein. Est-ce que Philippe Roth est un écrivain difficile à traduire? C'est un écrivain relativement difficile à traduire, parce que je dirais que son verbe est assez journalistique. Donc il y a des écarts.
il y a des moments de staccato, il y a des diminuendo, il y a des rythmes assez particuliers, et il y a des écarts de niveau de langue, et il faut bien les préserver. Quelquefois, il faut se battre avec les relecteurs qui vous disent que c'est trop littéraire ou que c'est trop argotique. Mais ce n'est jamais ni l'un ni l'autre, puisque c'est précisément sa manière. C'est absolument passionnant. On renvoie à votre ouvrage paru chez Plon, le dictionnaire amoureux de la traduction. On se balade. C'est un voyage absolument extraordinaire au milieu des traboules comme ça, de l'imaginaire, des rencontres avec. On peut pas parler de la traduction de la Bible par Chouraki, de Camus, bien sûr. On avait plein de questions à vous poser là-dessus. Quand vous apprenez la mort de Philippe Roth le 23 mai, vous dites donc il y a 6 ans et 3 jours, une phrase extraite de La Tâche. Rien ne dure et pourtant rien ne passe, et rien ne passe justement parce que rien ne dure. C'était un plaisir. Merci. José Camoun de vous accueillir ce matin sur Radio J. Merci infiniment d'être venu.